Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio. La planète demain, Christophe Debiens. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio, bien sûr, pour un nouvel épisode de La planète demain, la seule émission de radio dédiée à l'écologie positive qui donne la parole aux véritables acteurs du changement et aux porteurs de solutions et développeurs de solutions, bien sûr. Alors aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir dans les studios de Sud Radio Julien de Normandie, ingénieur des ponts, des eaux et forêts, ancien ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation et chef Impact Officer chez Sweep. Bonjour Julien, je suis très honoré de vous accueillir au micro de La planète demain sur Sud Radio. Bonjour Christophe, merci beaucoup pour votre invitation et bravo pour cette émission. Avec grand plaisir. Alors, petit rappel pour nos auditeurs, en 2017, vous avez été nommé secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des Territoires, puis ministre chargé de la Ville et du Logement, et enfin ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, avant de quitter la vie politique en mai 2022. Alors aujourd'hui, vous occupez le poste de chef Impact Office chez Sweep, qui est une plateforme de gestion des données ESG aidant les entreprises à atteindre leur objectif de durabilité. Et vous êtes aussi senior advisor chez RES, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, si c'est bon, RES, une entreprise d'investissement pour une économie responsable et durable. Alors, Sweep a été fondé en 2020, si j'ai les bonnes informations, pour accompagner les entreprises dans leur démarche de durabilité. Elle développe un logiciel qui aide les entreprises à contrôler leur impact sur le climat et sur la société en général. Quelle a été votre motivation première pour rejoindre cette entreprise Sweep ? D'abord, c'est une très belle entreprise, un très beau projet, un projet entrepreneurial. Quand j'ai rejoint l'entreprise, on était une quinzaine, on est aujourd'hui près de 200. Moi, j'ai toujours été passionné par les questions environnementales. Vous l'avez dit, Christophe, je suis ingénieur des eaux et forêts. Je suis spécialiste dans les forêts. J'ai toujours été impliqué sur ces questions de ce qu'on appelle l'économie de l'environnement. Et je suis persuadé que trop souvent, on agit par injonction. On demande aux uns et aux autres de faire. Il y a qu'à Faucon, le fameux il y a qu'à Faucon. Et je trouve qu'au contraire, il faut donner aux acteurs du changement, les moyens d'y parvenir. Et à ce titre, Sweep est véritablement une solution qui donne un moyen aux entreprises de pouvoir réduire leur empreinte environnementale, singulièrement le carbone, mais aussi la biodiversité, mais aussi l'eau, les déchets. Et comment ? Tout simplement en utilisant la donnée. C'est-à-dire, à partir du moment où on arrive à compter, à partir du moment où on arrive à mettre en avant exactement quelles sont nos émissions, quelles sont les sources de nos émissions, comment faire pour les réduire, quels sont les meilleurs chemins, c'est beaucoup plus simple d'y parvenir. Et c'est ça, Sweep, en gros, c'est une plateforme de gestion de la donnée extra-financière, de la donnée environnementale, qui permet d'aller collecter les données, qui permet de les translater dans des données environnementales et qui permet ensuite de les piloter. Alors, quelle est l'offre de valeur de Sweep ? Aujourd'hui, on le voit dans toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, on fait ce qu'on appelle la gestion des données financières. Vous avez votre direction des affaires financières, vous avez vos comptables et vous publiez vos comptes. Et donc aujourd'hui, on le sait tous, une entreprise est notée sur ses données financières. L'offre de valeur qu'on apporte, c'est de faire exactement la même chose, mais sur l'extra-financier. Dit autrement, une entreprise qui va, plus que les autres, réduire son empreinte carbone, plus que les autres, prendre soin de l'environnement, plus que les autres, faire attention à sa gestion de l'eau, de l'énergie, des déchets. On va réussir à mettre cela en exergue, à lui donner une véritable valeur, à le faire de manière auditable, tant et si bien qu'une entreprise va pouvoir se comparer aux autres quant à son impact positif, sa contribution sur les enjeux environnementaux. Alors j'entends bien, mais en quoi l'approche par la donnée est un élément qui change les possibilités offertes aux entreprises dans leur stratégie de durabilité ? Très souvent, une entreprise était confrontée à une forme de mur, c'est-à-dire qu'elle se disait « oui, moi je veux bien réduire mon empreinte carbone, faut-il encore que je puisse la compter ? Faut-il encore que je puisse la suivre ? Et faut-il encore que ceux auprès de qui je vais communiquer puissent avoir confiance dans ma communication, éviter le fameux greenwashing. Et c'est ça, la révolution de la donnée. Nous, chez Sweep, ce qu'on arrive à faire, quelles que soient les entreprises, on a aujourd'hui plus de 400 clients, des très grosses entreprises et des entreprises de taille plus modeste. Et pour chacune d'entre elles, on est capable d'aller
chercher la donnée là où elle se trouve, souvent une donnée économique, de pouvoir, par des règles qu'on appelle les facteurs d'émission, transformer ces données économiques en données carbone, de pouvoir ensuite faire une image très précise de ce qu'on appelle le bilan carbone ou les bilans environnementaux, mais surtout de donner un moyen aux entreprises ensuite de les piloter, de pouvoir agir, de pouvoir se dire si je veux me fixer cet objectif-là, par exemple être en adéquation avec les accords de Paris, quelles sont les meilleures initiatives pour y parvenir, en jouant sur mes achats, mes politiques d'énergie, mes politiques en termes de fourniture, mes politiques en termes parfois de changement aussi de modèle. Et ce faisant, m'inscrire dans cette contribution à ces efforts environnementaux. Et ce qu'on arrive à voir, c'est que c'est tout à fait compatible avec un retour sur investissement, c'est-à-dire plus de performance et plus de robustesse. Donc vous aidez en quelque sorte les entreprises dans leur stratégie de durabilité. On les aide dans leur stratégie de durabilité, mais vraiment en tant qu'outil. C'est un logiciel qui leur permet d'avoir une vision claire de ce qu'elles font et une vision très précise de ce vers quoi elles vont aller en permettant de modéliser les différentes initiatives qu'elles ont en tête. Pour être très concret, on a aujourd'hui des entreprises très grandes, je disais, où on calcule leur bilan carbone, le scope 1, le scope 2, le scope 3, les fameux scopes, tout au long de leur chaîne de valeur. On a d'autres entreprises qui, elles, ont une démarche que je trouve absolument extraordinaire, qui est de se dire, vous savez, le scope 3, donc celui qui concerne l'amont et l'aval, c'est celui en fait de mes fournisseurs et de mes utilisateurs. Et on a des entreprises qu'on accompagne qui se disent moi je vais créer une dynamique au sein de mes fournisseurs en les accompagnant dans la réduction de leurs émissions, parce que si mes fournisseurs réduisent leurs émissions, in fine, moi je réduis mon fameux scope 3 et donc je réduis également mes émissions. Et donc on arrive à créer des dynamiques collégiales. Et c'est vraiment surprenant. On gère aujourd'hui des centaines de millions de tonnes de CO2. On n'en est qu'au début. On a une forte croissance. Et je crois vraiment que cette approche par la donnée permet de changer les choses. Alors, on parle beaucoup d'intelligence artificielle également et de nouvelles technologies. Est-ce que, selon vous, elles vont transformer la gestion ESG? Alors, ESG, je rappelle, c'est environnement, social et gouvernance dans une entreprise, et notamment dans les prochaines années. Est-ce qu'il va y avoir un mouvement dans ce sens-là? Ce qu'on voit, c'est que... il y a quelques années, quand on parlait de ces sujets d'environnement, on pensait souvent je vais arrêter mes bouteilles en plastique et prendre des bouteilles en verre ou mettre des fontaines d'eau, je vais essayer d'utiliser moins de papier. C'était des gestes importants, mais peut-être plus symboliques que véritablement avec un très 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 fort impact. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'aujourd'hui, du fait des réglementations, du fait aussi de la prise de conscience des entreprises, du fait de la pression des consommateurs également, on est passé à des transformations beaucoup plus structurantes. Et la donnée permet ces transformations structurantes. L'IA est un élément essentiel. On l'utilise beaucoup chez Sweep. C'est un élément essentiel, mais il faut faire attention à un point. C'est un élément qui vient vous faciliter le pilotage à la fois de votre empreinte et à la fois de la réduction de cette empreinte. Mais ça n'est pas un bouton magique. Et j'insiste dessus parce que souvent, certains disent grâce à l'IA, en fait, je vais pouvoir publier mon rapport de durabilité en un clic. Non. La réalité, c'est que s'engager dans ces transformations de durabilité, c'est aussi un effort, c'est aussi une volonté, c'est une vision, c'est une démarche. Elle est rendue possible par la donnée. L'IA vient gagner du temps, faciliter les process. Elle ne vient pas se substituer au rôle de chacun, des dirigeants dans la vision, de la direction RSE dans la mise en œuvre, de la direction financière pour donner de cette valeur à l'extra-financier, cette direction des achats, cette direction de l'IT, parce que ce sont des sujets de données. Donc l'IA, nous, on l'utilise beaucoup. On a racheté il y a 1 an et demi une entreprise d'IA. On voit l'IA peut être mise au service de la sustainability, comme on dit en anglais, de la durabilité. Mais la réalité, c'est que l'IA ne pourra jamais se substituer à cette véritable dynamique. Et pourquoi l'intégration de la décarbonation dans la stratégie des entreprises constituerait-elle un levier pour améliorer leur performance économique? C'est une grosse question. Souvent, nos clients nous demandent, mais si moi je choisis de faire appel à vos services, quel est le fameux ROI, le retour sur investissement? Et en fait, on le voit, c'est plusieurs choses. D'abord, c'est souvent une question de performance. Le meilleur exemple, c'est l'énergie.
l'énergie, la meilleure énergie est celle qu'on ne consomme pas, y compris en termes de performance de l'entreprise, en termes de réduction des coûts. C'est aussi une question, et c'est très important, humaine. On le voit aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, de nos clients nous disent, nous, les jeunes talents qu'on veut attirer dans nos entreprises, dans les entretiens d'embauche, très souvent, ils nous demandent mais quelles sont les stratégies de durabilité de l'entreprise ? Bien sûr, bien sûr. C'est de plus en plus des critères dans les appels d'offres. On le voit, de grands donneurs d'ordre, et c'est d'ailleurs leur responsabilité, mettre des critères RSE dans les appels d'offres. Et donc, si moi je suis à même de montrer de manière auditable que mes critères et ma performance est mieux, je gagne des appels d'offres. Et alors, ça, c'est la performance. Il y a un autre sujet qui est très important, c'est la robustesse. Cher Julien, je vous propose qu'on en parle juste après une petite pause. On se retrouve dans un court instant sur Sud Radio avec Julien de Normandie et Thibaut, notre French Trotter, qui aujourd'hui nous emmène au salon du Made in France, où l'écologie et les pratiques durables sont plus que jamais à l'honneur. À tout de suite. Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio. La planète demain, Christophe Debian. Nous sommes de retour à l'antenne de Sud Radio dans l'émission La planète demain et nous sommes en compagnie de Julien de Normandie que vous avez commencé à entendre dans la première partie de cette émission et puis Thibaut le French Trotter national de l'émission qui est avec nous. Bonjour Thibaut. Bonjour Christophe. Alors aujourd'hui on prend la direction du salon du Made in France qui s'est tenu il y a peu, un événement où l'écologie et les pratiques durables sont plus que jamais à l'honneur. Alors qu'est-ce qui vous a marqué cette année, mon cher Thibaut ? Eh bien Christophe, oui, un salon qui prouve que les forces vives du Made in France œuvrent pour une planète plus propre et plus saine. Et là-bas, j'ai déniché une pépite dans le domaine de la santé, une entreprise de cosmétiques installée dans l'Eure, des produits d'hygiène et de soins bio, bons pour la santé, respectueux de la planète et même open source pour une transparence totale. J'ai rencontré Mélinda Briand, la cofondatrice de cette boîte qui s'appelle Les Bénéfiques. Écoutez, c'est l'occasion de parler de santé responsable. En fait, on a créé un développement qui est assez innovant en cosmétique. On a créé ce système d'open source où c'est très simple. Quand vous allez retourner l'intégralité de nos produits, on va vous donner au gramme près ce qu'il y a à l'intérieur. Et en fait, ça paraît anodin, mais vous, ça vous permet vraiment de savoir ce que vous êtes en train d'acheter et surtout de savoir ce que vous allez vous mettre sur le corps tous les jours. Parce qu'aujourd'hui, l'industrie de la cosmétique, c'est une industrie qui est très opaque et malheureusement, il y a encore énormément de compositions assez nocives et surtout de tromperies au niveau du consommateur. Et en fait, nous, à travers cette transparence totale, vous allez savoir ce que vous achetez et surtout, vous allez savoir ce que vous mettez sur le corps tous les jours. Des exemples de produits que vous proposez ? On a lancé la marque il y a 2 ans et au début, on s'est vraiment attaqué sur les produits d'hygiène du quotidien. Donc par exemple, on a un baume déodorant multi-usage qu'on peut mettre sur toutes les zones du corps qui est ultra efficace à base de magnésie. On va supprimer l'aluminium. Et là, dernièrement, en fait, on a lancé des routines de soins minimalistes où en fait, l'objectif, c'est de réinventer les crèmes visage qui sont généralement des produits qui sont ultra transformés en cosmétiques. Et ben en fait, là, on a vraiment 3 étapes, une brume, un sérum et une huile qui vont vous permettre en fait d'avoir les mêmes propriétés hydratantes et nourrissantes mais beaucoup moins transformées. Ces produits sont à la fois bons pour la santé, on l'a dit, ils sont respectueux de l'environnement. Comment vous faites ? Alors en fait, il y a plein de piliers sur lesquels on va travailler notamment pour respecter l'environnement. Le premier pilier, c'est à partir du moment où vous allez chercher des produits qui sont beaucoup moins transformés, en fait vous allez pouvoir aussi faire très attention au sourcing de vos matières premières. Et justement, quand je vous parlais de nos brumes, de notre sérum et de nos huiles, en fait on travaille exclusivement avec des producteurs français. Donc par exemple notre aloe vera, on travaille avec le seul producteur d'aloe vera en France. Notre huile de prune, pareil, on travaille avec une productrice qui va travailler avec nous sur la valorisation des amandons à l'intérieur des noyaux. Donc ça, c'est vraiment un gros pilier, c'est vraiment le sourcing de matières premières. Après, l'intégralité de nos flacons sont en verre consigné. Donc quand vous avez terminé un flacon, vous nous le rapportez, nous on le lave et on le réinjecte dans notre circuit de production. On a notre propre laboratoire du coup à Thiers-sur-Avre en Normandie. Et après, le fait d'aller travailler sur des formules qui sont certifiées, donc tous nos produits sont vraiment certifiés Cosmos Organique ou Cosmos Natural. C'est vraiment en fait à la fois un pilier environnemental et surtout un pilier de sécurité de formule où en fait on va retirer l'intégralité des compositions nocives qu'on trouve encore sur le marché. Partagez vos recettes, vous n'avez pas peur de la concurrence ? Alors, mais c'est très drôle, on nous pose très souvent cette question. Eh bien, pas du tout. Il faut savoir que la cosmétique, c'est comme en alimentaire. Vous ne pouvez pas déposer les formules, donc c'est pas protégeable. Et en fait, souvent, ce que j'explique, c'est que c'est un peu un secret de polichinelle où nous, entre concurrents, je vais très vite pouvoir, moi, en tant qu'experte en cosmétique, je vais très vite pouvoir déduire une recette d'un concurrent. En revanche, le fait de ne pas donner sa recette, ça nous protège vis-à-vis d'un consommateur. Et en fait, moins on dit de choses sur nos produits, plus en fait peut s'installer un doute ou des tromperies
prix. Et en fait, nous, c'est ce qu'on explique, on ne vend pas du rêve. Donc clairement, chez nous, il n'y aura pas 99% de rides en moins après 10 jours d'utilisation. On est très vrai. Et le fait de donner cette recette au grain près, c'est le seul moyen d'être sûr de ce qu'on est en train d'acheter, ce qu'on se met sur la peau. Vous jouez totalement la carte de la transparence. Qui sont vos clients ? Nos clients, c'est vraiment des personnes qui vont prendre conscience de l'impact des produits cosmétiques sur leur santé et qui vont vraiment être à la recherche d'alternatives vraiment minimalistes, simples. Et on est vraiment dans le bien-être, prendre soin de soi. C'est vraiment un courant même qui est né en alimentation. Ce qu'on va ingérer, forcément, ça va avoir des conséquences sur son bien-être. Et c'est exactement la même chose avec les cosmétiques. Ce qu'on va se mettre sur le corps va avoir des conséquences. On va rappeler le nom de la marque. Oui, du coup, c'est les bénéfiques. Donc, c'est vraiment hyper simple, comme l'adjectif, les plus loin bénéfiques avec un S, et voilà. Un nom, une promesse. Exactement. Eh bien, du Made in France qui prend soin de notre peau et de notre planète. Merci Thibaut. On vous retrouve dimanche prochain à la même heure pour un nouveau reportage en immersion. Et maintenant, revenons dans les studios de Sud Radio, La Planète Demain, avec notre invité d'honneur, Julien de Normandie, ancien ministre de l'Agriculture et chef Impact Officer chez Sweep, une plateforme de gestion des données ESG aidant les entreprises à atteindre leur objectif de durabilité. Alors Julien, quel regard posez-vous sur les discussions européennes en cours sur la réglementation et sur la CSRD qui, je le rappelle pour nos auditeurs, est une directive européenne qui impose aux entreprises de publier chaque année un rapport de durabilité sur leur impact? Moi, j'ai un regard assez sévère sur les discussions qui sont en cours. En fait, on le voit bien à l'échelle internationale. Aujourd'hui, il y a une dynamique aux États-Unis avec l'administration Trump, en Argentine avec le président Milei, qui consisterait à dire que le problème de toutes les compétitivités, c'est la réglementation. Et donc, ce faisant, qui consisterait à dire, pour augmenter notre compétitivité, on n'a qu'à tout déréguler. Et en fait, on voit bien les États-Unis et d'autres pays essayent d'emporter l'Europe dans une course effrénée à la compétitivité coût. Et pourquoi je suis sévère là-dessus ? Parce que je pense que l'avenir de l'Europe, elle est évidemment d'améliorer sa compétitivité coût, on le sait tous, et il y a plein de choses qu'on peut faire en termes d'investissement, on parlait de l'IA tout à l'heure, il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais elle est aussi d'assumer qu'au-delà de la compétitivité coût, il y a ce qu'on appelle la compétitivité valeur. C'est-à-dire que nos produits faits en Europe ne sont pas faits de la même manière que dans d'autres territoires à travers le monde. Que la prise en compte de l'environnement, la prise en compte de la préservation des ressources, la prise en compte de la préservation des êtres humains doit aussi être un facteur de compétitivité. Et ça, la réglementation européenne, la fameuse CSRD, c'était un des jalons pour y parvenir. Même, c'était un jalon extraterritorial, ce qui est absolument super. C'est-à-dire, ça permettait de dire toute entreprise, y compris américaine, qui veut faire du business en Europe, vous devez vous soumettre à cette réglementation. Et cette réglementation, elle paraissait complexe, donc oui, d'accord, il faut la simplifier, mais dans sa vision, elle est, à mes yeux, très importante. Elle est de dire... est-ce que le futur de l'Europe, c'est que la compétitivité coût ? Elle est belle l'affaire quand on voit les États-Unis d'Amérique avec le gaz de schiste ou la Chine toujours avec des niveaux de salaire sans commune mesure avec ce qui se passe en Europe. Ou est-ce que le devenir de l'Europe, il est aussi sur la compétitivité valeur, c'est-à-dire oser une forme, il faut appeler un chat, une forme de protectionnisme sur la valeur environnementales, les économistes appellent ça les externalités, qu'elles soient négatives ou positives, de nos produits et de nos productions européennes. Moi, je suis un fervent défenseur de la compétitivité valeur. Il faut améliorer notre compétitivité coût, mais il faut créer les conditions d'une compétitivité valeur. Et pour moi, c'est ça la vision de l'Europe. L'Europe doit assumer cela, faire des réglementations extraterritoriales là-dessus et assumer de dire, oui, une production européenne n'est pas faite dans les mêmes conditions que beaucoup d'autres productions à travers le monde. Parce que préserver l'environnement, il ne faut pas se mentir, ça a un coût. Il faut l'assumer, il faut l'expliquer. Il faut en faire demain un aspect de compétitivité, celle de la valeur. Et la taxe carbone aux frontières de l'UE, qui est critiquée par des pays émergents comme la Chine, vous en parliez, ainsi que par d'autres, tels que le Brésil, mais vous en parliez également, qui ont mis en place donc des mesures similaires. Jusqu'à quel point jugez-vous cette disposition utile pour atteindre les objectifs climatiques de l'UE ? De la même manière, c'est-à-dire que si aujourd'hui on prend une production totalement décarbonée en Europe,
qui peut coûter plus cher parce que ça nécessite de faire d'autres process de production, parce que ça nécessite de prendre en compte des sources d'énergie dont l'investissement initial est plus coûteux, parce que ça nécessite de changer ce qu'on avait l'habitude de faire. Est-ce que ces productions-là, où on sait que d'un pur point de vue compétitivité-coût, on va perdre par rapport à la compétition internationale, est-ce que ces productions-là doivent être protégées, par exemple, par des taxes carbone aux frontières ? Moi, je pense que oui. Alors aujourd'hui, la taxe carbone, elle peut être décriée parce qu'elle concerne ce qu'on appelle les raw materials, c'est-à-dire la matière brute et pas la matière finie, pas la production finie. Moi, je pense qu'il faut aller sur la production finie. Mais encore une fois, je suis un profond défenseur de la liberté de commerce, ce qu'on appelle le libéralisme économique. Je suis même un défenseur des accords de libre-échange. Non pas parce qu'ils imposent des droits de douane ou permettent de réduire des droits de douane, mais parce qu'ils imposent des règles de jeu en commun. C'est ça que doit être le sens de ces accords. Et donc, je suis pour le commerce international, je suis pour une Europe qui exporte, je suis pour ces échanges, mais en même temps, je suis pour un protectionnisme environnemental. Et je l'assume, un protectionnisme de la valeur. Je le dirais comme ça, parce que je l'ai vécu, mais 100 fois quand j'étais ministre de l'Agriculture. Quand vous importez des biens agricoles que vous n'auriez même pas eu le droit de produire dans votre pays, en fait, ça rend dingue, parce qu'au supermarché, vous avez un blanc de poulet français qui se retrouve à côté d'un blanc de poulet brésilien qui, lui, est fait avec des antibiotiques de croissance, pratique interdite depuis plus de 15 ans en Europe. C'est fou cette histoire. Ces distorsions de concurrence, ça détruit en fait la préservation de l'environnement. Donc il faut assumer, je pense, cette protection valeur. Alors si on va sur la COP 30 qui s'est achevée il y a quelques jours, quel est votre regard justement sur cette COP ? Il y a deux niveaux d'interprétation. Il y a un niveau politique et puis je vais dire un niveau technique. D'un point de vue politique, on peut se dire la COP, est-ce que c'est très utile, est-ce que ça sert, etc. Singulièrement cette COP 30, très symbolique, à Belém. J'ai été à Belém il y a 2 ans, à la confluence de l'Amazone. Et donc de toutes les problématiques de déforestation. Et on peut se dire, d'un point de vue politique, il n'y avait pas de délégation américaine, le président chinois n'était pas là, le premier ministre indien n'était pas là. Alors même que Chine, Inde, États-Unis, à eux 3, représentent plus de la moitié des émissions carbone. Donc on peut se dire, est-ce que véritablement ces COP ont un sens pour mettre une véritable pression politique ? C'est un vrai débat. Moi, je pense que oui, et je pense que les absents ont toujours tort, et je pense qu'il ne faut pas attendre les absents pour avancer. Mais d'un autre côté, sur l'agenda technique, les Brésiliens ont fait quelque chose de formidable, et je le dis comme ça. J'ai eu la chance de rencontrer le ministre brésilien qui préside cette COP 30, et en fait, il a mis en place un agenda des solutions. Ce qu'on appelle un Climate Action Plan, avec des groupes de travail pendant la COP et après la COP, en se disant mais quelles sont les solutions techniques qu'on peut donner à ceux qui font au quotidien, pas que aux politiques, aux entreprises, à la société, aux organisations. Et quelles sont les thématiques de l'agenda technique de solutions qui permettent de faire avancer les choses. Nous, chez Sweep, par exemple, on a alors qu'on est une jeune entreprise, eu la chance de présenter un nouveau cadre de reporting qu'on appelle le Contribution Framework, pardon de l'anglicisme, c'est comme ça qu'on l'appelle à l'échelle internationale, qui permet de mesurer la contribution en termes de performance et de potentiel des entreprises à la neutralité carbone. Quelque chose d'hyper concret. Ça, les autorités brésiliennes ont eu cette clairvoyance de mettre en place un agenda des solutions pour donner des clés et des outils à celles et ceux qui font au quotidien. Je pense que c'est un agenda des solutions qui plairait bien à votre émission, Christophe. Merci beaucoup. Alors, j'ai une question un peu plus personnelle. Vous avez coécrit avec Éric Orsena, qu'on ne présente plus, un livre intitulé « Nourrir sans dévaster, petit précis de mondialisation ». Quel était l'enjeu essentiel de cet ouvrage en quelques mots ? Eh bien, c'est de montrer que ce dont on vient de parler sur le climat, c'est aussi très vrai sur l'agriculture.
l'agriculture, songez qu'en fait, le monde agricole est à la croisée de chemins, parfois des injonctions contradictoires. On souhaite tous, absolument tous, avoir une alimentation de meilleure qualité, que vous soyez consommateur ou que vous soyez un agriculteur. Et pourtant, on a l'impression que les choses ne vont pas assez vite. Et on a essayé de manière très humble avec Éric Orsenna, c'est un voyage, ce livre, d'expliciter quelles étaient ces injonctions parfois contradictoires. Celle qu'on évoquait tout à l'heure sur le poulet brésilien en est une. Moi, quand j'étais ministre de l'Agriculture, je me suis beaucoup battu pour ce qu'on appelle des clauses miroirs. Un principe simple, ne pas autoriser d'importer des produits que nous ne serions pas en capacité de produire. En termes de consommateurs, on a tous une responsabilité aussi. On ne peut pas être citoyen de bon matin et consommateur passer le quart d'heure. Dès lors qu'on en a la possibilité financière, parce qu'il ne faut jamais oublier que les inégalités sociales, elles sont aussi et beaucoup alimentaire. Et donc voilà, c'est un voyage au pays du vivant, au pays de cette alimentation, de cette agriculture. Et n'oublions jamais ce que nous disait Hippocrate, l'alimentation est le premier des médicaments. Merci infiniment, cher Julien Denormandie, ancien ministre et chef Impact Officer chez Sweep, la plateforme de gestion des données ESG qui aide les entreprises à atteindre leurs objectifs de durabilité. Un grand merci à vous et merci de parler de l'environnement de manière positive, ça fait du bien. Je vous souhaite une belle semaine et vous laisse pour l'heure avec Alain Marty pour Invino, l'émission à écouter sans modération, et on se retrouve sur Sud Radio à 12h30 dimanche prochain pour un nouvel épisode de La Planète Demain. En attendant, je vous invite à découvrir notre plateforme TV digitale sur www.laplanète.demain.plus. Portez-vous bien et à dimanche prochain. Akena, expert en carport et pergola solaire pour des économies et un avenir durable. Et Picoty Solaire pour que l'avenir s'éclaire avec des choix durables. Vous ont présenté Sud Radio, La Planète Demain, Christophe Debiens.